Bonjour, depuis le 1er juillet 2022, tous les équipements neufs installés pour le chauffage ou la production d'eau chaude sanitaire doivent respecter un plafond d'émissions de gaz à effet de serre de 300 grammes de CO2 par kilowattheure. Aucune énergie spécifique n'est mentionnée, mais ce plafond a éliminé le fioul domestique qui était à 329 grammes. Le fioul est, pour vous donner une idée, la troisième énergie de chauffage et elle est utilisée dans plus de 3 millions de foyers en France. C'est donc avec cette contrainte nécessaire dans notre transition énergétique que la FF3C, la Fédération française des combustibles, carburants et chauffage, a développé le biofuel. De quoi s'agit-il? Faut-il changer de chaudière? Est-ce vraiment une énergie vertueuse et l'État compte-t-il aider les foyers qui vont devoir s'équiper? Nous vous proposons 2 émissions sur le biofuel. Et pour cette première partie, je suis ravie d'accueillir Gaëtan Malange. Vous êtes sénateur suppléant du Lot-et-Garonne et maire de Saint-Barthélemy d'Agenais. Éric Lély, vous êtes président de la FF3C. Alors vous sillonnez actuellement la France pour expliquer, pour informer justement sur le biofuel. Et puis Christian Dagneau, vous êtes président de la Chambre d'agriculture de Charente. Vous êtes aussi agriculteur à Sancier-sur-Bonnieure. Et vous êtes également administrateur de la Fédération française des oléagineux et des protéagineux. Vous ne devez pas vous ennuyer, hein. Je me dis que vous allez avoir un emploi du temps assez chargé. Tout à fait. Et alors, donc, vous cultivez du tournesol, du maïs, du soja, mais aussi du colza. Et dans la version du biofuel actuel, il y a 30% de colza. C'est vrai que jusque-là, le colza, c'était plutôt pour nos vinaigrettes. Et bien maintenant, le voilà dans le biofuel. Est-ce que c'est une bonne plante, le colza, pour ce biofuel? C'est une excellente plante, mais pas seulement que pour le biofuel, pour tout ce qu'elle peut apporter sur les autres sujets, puisque le colza, c'est la culture qui est en train de fleurir jaune dans les campagnes. Donc, les campagnes commencent à fleurir grâce au colza. On va voir que c'est une des plantes qui fleurit les premières au printemps. Elle va rendre un premier service à tous les insectes pollinisateurs. Notamment, c'est très important aussi pour les apiculteurs, parce qu'ils vont avoir cette capacité d'aller alimenter les abeilles et de construire les essaims qui vont pouvoir ensuite aller butiner sur des espèces plus valorisantes comme l'acacia ou le châtaignier. Et puis donc avec ces graines qu'on va récolter en principe au mois de juillet, on va écraser ces petites graines noires et de là on va extraire donc à peu près pour 1 hectare de colza 1000 litres d'huile qui va être destinée éventuellement au biocarburant, on en parlera tout à l'heure. On va faire aussi 500 litres d'huile alimentaire, donc l'huile que vous consommez dans les vinaigrettes, mais pas que, donc riche en oméga 3, etc. Donc très bonne pour la santé, l'huile de colza. Donc, et à côté de ça, on va produire aussi un petit peu de glycérine, qui est utilisée dans beaucoup d'usages industriels. Et puis, dans le même temps, chose très importante, on va produire à peu près 1900 kilos de tourteaux. Donc, c'est l'issue de la graine, c'est ce qu'on appelait un issue de graine, mais aujourd'hui, c'est un tourteau qui est très riche en protéines. Et c'est très important pour notre indépendance, puisque vous le savez, donc depuis 2 ans, il y a eu un plan de relance au niveau national pour essayer de produire plus de protéines en France, éviter d'importer du soja issu de la déforestation pour nourrir nos animaux. Donc, à chaque fois qu'on produira 1 tonne de colza, on va éviter d'importer des protéines issues du soja notamment. Mais il faut qu'on trouve aussi un débouché pour la partie huile. Donc on ne va pas tripler notre consommation d'huile en France, même si cette huile est très bonne pour la santé. Donc il faut trouver d'autres filières. Donc on a déjà lancé la filière biocarburant pour le transport routier ou les autocaristes. Oui, c'est ça. On ne le sait pas forcément, mais dans nos carburants, il y a déjà aujourd'hui 8% de colza. 7-8. Voilà, 7. Quand vous faites le plein de votre voiture diesel, donc là c'est pour monsieur tout le monde, vous regardez sur la poignée, il y a marqué B7. Ça veut dire que ce B7, ça veut dire qu'il y a 7% de biocarburant, et aujourd'hui c'est du carburant made in France, voilà, issu de production française. Donc ça c'est aussi important. C'est aussi mesurer la traçabilité. Donc quand vous faites le plein, il y a 7% de biocarburant, mais il y a encore 93% d'énergie fossile importée. Voilà, donc avec un bilan carbone qu'on imagine. Donc l'objectif, c'est bien, là où on peut, c'est d'améliorer nos émissions de gaz à effet de serre. Donc le transport, on n'est qu'à 7%, donc on a fort à faire, mais sur le biofuel, on fait une entrée déjà à 30%. Donc c'est une entrée déjà qui est beaucoup plus remarquable, et puis l'objectif, c'est d'aller encore plus loin.
Alors, Eric Lévy, dans la seconde partie, on va évoquer, on va parler de la chaudière, on va parler des coûts pour les usagers, etc. Mais je voudrais déjà, avec vous, que vous nous en disiez plus sur cette énergie, en quoi le biofuel est une énergie intéressante. Tout à fait. Je voudrais d'abord, parce que vous l'avez dit, vous avez parlé du décret qui est paru le 1er juillet et qui interdit de fait l'installation de nouvelles chaudières au fioul 100% fossile, mais par contre qui autorise et qui recommande l'utilisation de biofuel. Mais par contre, pour tous les consommateurs de fioul, aujourd'hui, tous les ménages qui sont équipés de chauffage au fioul, et je tiens à le dire, il n'y a pas d'interdiction d'utiliser de chauffage au fioul. Il n'y a pas d'interdiction de fioul en France. Il y a une deadline quand même. Il n'y a pas de deadline. Non. Le fioul, on va pouvoir, a priori... Quelqu'un qui a une chaudière au fioul, il utilise sa chaudière au fioul tant qu'elle fonctionne. Il peut la réparer, il peut changer le brûleur s'il y a besoin. Tant que la chaudière fonctionne, elle fonctionne. Enfin, il peut le réparer, par exemple, il change ses brûleurs. En revanche, est-ce qu'il passe forcément au brûleur biofuel ? Non. Il n'est pas obligé. Il peut rester. Alors, évidemment, aujourd'hui, tous les brûleurs qui sont sur le marché sont des brûleurs compatibles biofuel. Mais quand on change son brûleur, on n'est pas obligé de passer au biofuel. Voilà, on peut rester. Tant que la chaudière fonctionne, et c'est ce que précise le décret, il n'y a pas d'interdiction. Et je pense que c'est important parce que les ménages qui sont chauffés au fioul ont entendu dire que le chauffage au fioul allait être bientôt interdit. Il n'en est pas question, il ne va pas être interdit. Tant que la chaudière fonctionne au fioul, elle fonctionne au fioul. On peut la réparer. Et on peut aussi rentrer dans la transition énergétique en passant au biofuel. Voilà. C'est vrai qu'il m'a semblé voir qu'il y avait une date limite pour le fioul autour de 2028. Non, alors ce qui est prévu en 2027, et plus précisément, c'est que le taux de soufre du fioul domestique, il y a un peu de soufre dans le fioul domestique, ce taux de soufre va passer de 1000 ppm à 50 ppm, en fait, pour s'aligner sur les autres pays européens. On est en retard pour ça en France. Donc ça, c'est prévu au 1er mars 2027. Donc vous voyez, déjà, il y a une perspective toujours pour le fioul domestique. Mais il n'y a pas d'interdiction, contrairement à ce que peuvent dire certains. Alors, comment a été menée l'étude ? Comment est-ce que vous en êtes arrivé à fabriquer du biofuel ? Le biofuel, c'est une réflexion qu'on a initiée au sein de notre fédération professionnelle il y a déjà 4 ans, en se disant, voilà, le fioul domestique, c'est, comme vous l'avez dit, 3e énergie de chauffage en France, plébiscité par les consommateurs de fioul. Hein. Les ménages sont chauffés au fioul en très grande majorité. 2 tiers des ménages sont contents de leur système de chauffage, n'ont pas du tout envie d'en changer. Mais c'est ça, il y a une étude qui a été menée là-dessus. Oui. Les gens sont attachés à leur chauffage. Ils sont attachés à leur système de chauffage parce que déjà, le chauffage à eau chaude, c'est confortable. Le fioul domestique, c'est une énergie qui est, jusqu'à l'année dernière, peu chère, et puis elle a augmenté, mais pas autant que le gaz ou que l'électricité. Hein. Elle reste, même si elle est plus chère à cause de la guerre en Ukraine, elle reste abordable. Et puis, on a son stockage. Enfin, les gens sont attachés on est proche de son distributeur de fuel. Enfin, il y a une relation qui fait que, globalement, à plus de 66%, les gens sont attachés à leur système de chauffage. Ils n'ont pas envie d'en changer. Mais ils sont conscients que le chauffage au fuel émet plus de CO2 que d'autres systèmes de chauffage. Voilà. Attention, je parle d'émissions de CO2, pas de pollution. Hein. Pas de particules fines. Pas de particules fines. Voilà, le chauffage au bois sans insert émet des particules fines, et ça, c'est pas très bon pour la santé. Le fioul domestique n'émet pas de particules fines, et certes, il émet plus de CO2 que les autres énergies, et donc on a travaillé au sein de notre fédération en se disant, tiens, il faut amener nos consommateurs de fioul qui sont attachés à leur système de chauffage dans la transition énergétique et les aider à réduire leurs émissions de CO2. Et pour cela... Sans que ça sente la friture dehors. Sans que ça sente la friture dehors, effectivement. Et pour cela, donc, il y a déjà 4 ans, on a, avec la filière agricole, avec les agriculteurs producteurs de colza, mais aussi avec les constructeurs de chaudières. Et je voudrais dire que les chaudières, c'est une industrie française. Les constructeurs de chaudières, ils sont essentiellement, ce sont des industriels français, contrairement aux constructeurs de pompes à chaleur, qui sont essentiellement des industriels chinois ou de panneaux photovoltaïques. Voilà. Donc, on a embarqué les agriculteurs, les constructeurs de matériel de chauffage, les installateurs, dans un vaste projet de filière pour la transition du fioul domestique et le lancement de biofuel. Ensuite, il y a eu tout un tas d'essais, parce qu'effectivement, on ne va pas... Il se passe combien de temps, en fait, entre le moment où vous testez... Alors, 4 ans, le moment où on a décidé. L'ensemble des essais, à la fois en laboratoire, sur le terrain, ça a duré 2 ans.
Voilà, pour s'assurer que le biofuel Ça fonctionne va bien. quand même assez vite. Je crois que ça a même été encore plus rapide dans la stratégie du gouvernement. Oui. Ce biofuel devait arriver que Oui, l'année prochaine. tout à fait. Alors là, effectivement, le gouvernement nous a un peu forcé à accélérer parce qu'au départ, on était parti sur un lancement de biofuel à 10% de colza et puis 30% un peu plus tard. Et puis, ce décret équipement thermique que vous avez mentionné en introduction est rentré en vigueur le 1er juillet et nous a obligés de passer tout de suite au biofuel F30 à 30% à 30% de colza, ce qui permet de ramener les émissions de CO2 vous l'avez dit, 329 grammes pour le fuel 100% fossile, à environ 270 grammes pour le biofuel à 30% de colza. Donc c'est important comme pas. Et donc les chaudières au biofuel rentrent dans le champ d'application du décret et sont totalement autorisées. Et donc ça permet de continuer à se chauffer, non seulement au fuel, mais au biofuel. Gaëtan Malange, vous êtes, donc je le disais, sénateur suppléant, mais également élu de proximité en milieu rural, à la campagne. Comment est-ce que vous avez perçu, vous, l'arrivée de ce biofuel ? Écoutez, nous l'avons perçu sur le terrain. Moi, je suis maire d'une commune où, comme 26 000 autres communes de France, il n'y a pas de réseau collectif. C'est-à-dire, on ne peut pas se chauffer par le gaz. Exactement. Il n'y a pas de réseau collectif de gaz. Donc, forcément, aujourd'hui, encore dans nos campagnes, comme vous dites, le fuel est une énergie prépondérante. Et je crois qu'il faut faire avec et pas forcément forcer tous les consommateurs et tous les foyers à s'orienter vers d'autres types d'énergie qui nécessitent des changements de chauffage et de système de chauffage dans leur globalité. Je crois qu'il faut cesser le coup par coup qu'on a connu ces 10 dernières années sur un certain nombre d'énergies et tenter d'avoir une vision sur ce qui peut être demain, ce qu'il est déjà un peu, mais de façon pas assez structurée, parce que pas assez de vision politique sur ça au niveau de l'État et du gouvernement. Il faut absolument que dans cet aboutissement de filière, on ait une vision de moyen terme, voire long terme, puisqu'on parle de 30% aujourd'hui, ça sera 55% demain. Je pense que M. Lévy pourra y revenir après. 100%. Et puis 100%, évidemment, pour répondre forcément aux exigences de transition écologique. Donc, qui dit transition écologique, ce n'est pas de la transition forcément électrique. Ça. Donc, nous, on est aussi conscients de ça, à la fois élu de proximité, et puis vous l'avez dit, je suis sénateur suppléant. Le Sénat qu'on s'arrête là-dessus. Tout à fait. Alors voilà, je pense que ça, c'est très important, parce que le Sénat et la sénatrice que je représente, Christine Monfanti-Dossat, qui appartient à la majorité sénatoriale, est forcément sensible aux préoccupations du monde rural. Et ce genre d'enjeu-là, il est porté en général par des élus ruraux, des parlementaires ruraux. Donc il faut absolument sur ça qu'on puisse structurer et qu'on puisse dire demain, bon, mais écoutez, le tout électrique, c'est impossible. Partout, on ne peut pas. Et qu'on développe des outils à la fois d'incitation fiscale. Ça peut aller sur... Très bien. C'est très bien. C'est une vraie question. Tout ça, c'est porté par le Sénat. On allait y venir, mais c'est porté par le Sénat, c'est porté par les élus locaux en milieu rural. Parce que c'est-à-dire à la fois l'incitation fiscale sur... Oui, parce qu'il faut expliquer qu'aujourd'hui, par exemple, si on veut installer une pompe à chaleur, on peut avoir 5 000 € d'aide par l'État. L'installation. Et aujourd'hui, si on veut passer au biofuel et donc soit changer de brûleur, soit changer de chaudière, il n'y a pas d'aide aujourd'hui. Si on change de chaudière comme une chaudière performante, il y a un petit peu d'aide au titre des certificats d'économie d'énergie, mais c'est de l'ordre de 500. Dérisoire. Voilà, c'est dérisoire, c'est 500 €. C'est pas assez. Et c'est une TVA à taux réduit, mais Exactement. Ça n'a rien à voir avec 5 000 € ou Voilà. les aides. Et je pense que la transition écologique, ça coûte de l'argent. Enfin, tout ce qui est les produits décarbonés coûte plus cher, le photovoltaïque. Et puis les gens sont prêts à le faire. Alors, ils sont prêts à le faire, mais dans une certaine limite. Mais ils sont prêts à le faire, je veux dire, politiquement, intellectuellement, ils sont prêts à changer mais il ne faut pas que le porte-monnaie s'en ressente aussi. Si on leur dit demain, changez votre chaudière, ou partez sur une chaudière biofuel, etc., il faut avoir les moyens de le faire. Ou alors, il faut que l'État accompagne et qu'il y ait des véritables politiques publiques qui, en plus, garantissent la souveraineté énergétique. Donc ça, vous portez ça ? Bien évidemment, c'est le message que portent les maires des communes rurales, enfin le maire que je suis, puis mais également le Sénat et la majorité sénatoriale. Il y a eu quand même plusieurs auditions, il y a eu plusieurs missions, etc. de portée. Et vous êtes entendu à Paris ? Il y a eu des amendements de portée. Ce que je disais, c'est éviter le coup par coup, éviter le manque de stratégie. C'est que d'un côté, il y a parfois des ententes, mais de l'autre côté, on fait un peu la sourde oreille ou on diabolise un peu cette énergie parce qu'il y a le mot fuel dedans. Alors peut-être que le mot bio est peut-être un peu, aujourd'hui, peut-être pas le bon terme aussi, qu'il faudra le changer. Marketing, mais il y a un problème aussi, notamment quand il y a certains ministres qui sont un peu dans l'idéologie et dans le dogme ultra-écologiste. Et que c'est trop diabolisé aujourd'hui. Je pense que si on veut réussir cette transition, ne diabolisons
diabolisons pas le biofuel, comme certains ont tendance à le faire, tout comme ils ont diabolisé le nucléaire il y a 10 ans, et puis on voit le résultat. Mais c'est vrai que je suis allée sur le site de servicepublic.fr pour voir, imaginons j'ai envie de changer de système de chauffage, on m'incite clairement Mais c'est ça, pompe à chaleur, chaudière gaz. Installer une pompe à chaleur Exactement. en me disant vous allez faire tant d'économies par an sur votre chauffage avec la pompe à chaleur et des économies par rapport au gaz et au fuel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur le site du gouvernement, on ne parle même pas de Tout à fait. Tout à fait. Alors que biofuel. si on change de sa chaudière, une chaudière fuel par une chaudière biofuel, une vieille chaudière par une chaudière performante aujourd'hui, on va réaliser à peu près 30% d'économie de combustible. Si vous isolez la maison, si on ça fait isole plus la 20%, maison, on peut arriver à 50%. Voilà, facilement. oui, tout à fait. Donc, effectivement, le biofuel coûte plus cher que le fuel domestique, aujourd'hui environ 15%. Et c'est pour ça il faut qu'on obtienne une incitation fiscale, comme toutes les énergies renouvelables qui sont incitées fiscalement, au moins au départ, pendant un certain temps, de façon à pouvoir inciter les consommateurs, même s'ils n'ont pas besoin de changer leur chaudière, de passer tout simplement d'une chaudière fuel à une chaudière biofuel. Oui, voilà. c'est donc un changement de brûleur qui coûte environ 1 500 €. 1 500 € pour changer le brûleur et faire les petites modifications nécessaires. Il y a les brûleurs, le coût des brûleurs, plus après il y a le surcoût du biofuel. Voilà, plus après le surcoût du biofuel. Mais c'est pas terrible par rapport à changer d'énergie, passer une pompe à chaleur, parce qu'une pompe à chaleur performante, ça coûte autour de 20 000 €. S'il y a 5 000 € d'aide, il y a quand même un reste à charge, il faut en parler, important. Alors que changer de chaudière, c'est un investissement de l'ordre de 5 000 €. Voilà, si on a aujourd'hui une chaudière fuel, qu'on la remplace par une nouvelle chaudière, c'est entre 5 et 8 000 € suivant le type de chaudière. Mais ça reste vous sentez raisonnable. qu'il y a cette transition justement plus électrique, énergétique? Ah oui, clairement, oui. On sent que on parle plus de mix énergétique, on parle de mix électrique. Oui, voilà, c'est ça, clairement. Et aujourd'hui et demain, on commence à avoir des informations qui disent qu'aujourd'hui c'est le chauffage au fuel qui est le changement de chaudière par une chaudière fuel qui est interdit. Demain, ça sera les chaudières gaz aussi qui seront dans le collimateur. Oui. Pour aller vers du tout électrique, électricité ou bois, mais 90%. Écoutez, franchement, moi je vais vous dire, on a eu des préfets qui nous ont dit, notamment au maire, dans les communes, préparez-vous cet hiver à activer les groupes électrogènes dans les écoles. Parce qu'il n'y aura pas assez d'électricité pour tout le monde. Donc on voit bien qu'on ne peut pas partir dans du tout électrique dans la stratégie nationale bas carbone. Ça, c'est pas possible. Si demain on veut réussir ça, on ne peut pas partir en tout électrique à partir du moment où, je l'ai dit tout à l'heure, mais ça fait aussi partie du débat global sur l'énergie, où on a quand même saccagé la filière nucléaire. Tout à fait. Donc maintenant, il faut aussi prendre ses responsabilités. On a déjà pris assez de retard, d'ailleurs, je trouve, sur le biofuel, parce que ce qu'on est en train de dire, honnêtement, on aurait pu le mettre en place il y a déjà 10 ans. Donc ça veut dire aujourd'hui qu'il faut vraiment y aller, il faut accélérer, et ça passe par dispositifs fiscaux et des aides, notamment à la transition des chaudières elles-mêmes qui sont au fuel, contribuer à payer le brûleur, etc. etc. Et ce n'est pas uniquement français. Il y a une directive européenne Ouais. qui vise, comme il y a l'interdiction des véhicules neufs électriques en 2035 ou 2040 à interdire les systèmes de chauffage fossiles, mais qui reconnaît l'utilisation des biocombustibles liquides comme une alternative dans la transition énergétique. Et donc le biofuel, d'ailleurs les autres pays européens, tous les pays européens qui utilisent du fuel domestique, du chauffage au fuel, sont en train de travailler sur une transition avec des biofuels. Voilà, donc ce mouvement, il est européen. Alors, on parlait à l'instant... Oui, non, je voulais simplement dire que finalement, les consommateurs qui nous écoutent, en fait, ce qu'ils ont envie de savoir, c'est cette énergie, entre guillemets, renouvelable qui va leur permettre d'apporter leur contribution à la limitation des gaz à effet de serre. Ils veulent avoir une certaine traçabilité, certainement, de cette énergie-là. Et ce qu'apporte le biofuel, en fait, on a une traçabilité des 30% derrière. Aujourd'hui, on n'a pas de traçabilité réelle sur le gaz qui est utilisé dans les chauffages dans tout le territoire. On n'a pas de traçabilité de l'électricité, où elle est produite, comment elle est produite, etc. Là, on a une traçabilité 100%. C'est quand même aussi, toute cette démarche-là, elle est quand même réfléchie de façon collective. Je pense qu'il y a aussi une information qui est importante pour ceux qui voudraient passer au biofuel, c'est sur ce colza, sur cette culture de colza. Comment est-ce qu'elle s'organise? Est-ce qu'on ne peut pas craindre une surnécessité d'eau pour la culture du colza? Comment est-ce que vous l'organisez? D'ailleurs, je crois que
pour vous, pas de colza cette année, c'est ça sur vos... À titre personnel, Sur vos oui, cette année, cultures, ouais. voilà, ça fait partie des risques du métier. On travaille avec la météo et donc la météo n'a pas été favorable pour nous. Donc nos colzas n'ont pas réussi à lever au mois de septembre puisqu'on n'a pas eu d'eau. Voilà, donc, et Ouais. ça fait partie des freins au développement. Mais contrairement à d'autres cultures, le colza n'est pas une culture qui consomme énormément d'eau. Disons qu'on le sème à l'automne, enfin, au mois de septembre, août-septembre, et on le récolte en juillet, en principe. Un Donc, cycle de l'eau. elle a un cycle qui correspond à plutôt l'hiver, au printemps, l'automne. Donc, Est-ce qu'il faut respecter aussi les temps de jachère? Comment ça se passe? en fait, l'équilibre des cultures sur une exploitation est lié à la succession de différentes cultures qui font qu'on va pouvoir répondre à différents enjeux. Donc, le colza va apporter des réponses à certains enjeux. Après, on peut suivre par une céréale, par un blé, par une orge. Après, ça peut être du maïs, ça peut être du soja. Voilà, on a tout un panel de cultures et la nouvelle PAC le met en avant. Notre objectif, nous, en tant que producteurs, c'est de multiplier les cultures. C'est plutôt bénéfique pour nos sols, pour l'équilibre, pour lutter contre les mauvaises herbes, etc. Encore faut-il avoir les moyens de développer chaque culture. Et ça, c'est un petit peu le point noir. Est-ce que c'est clairement une bonne nouvelle pour les agriculteurs, et notamment les agriculteurs néo-aquitains, le développement du colza utilisé maintenant donc, pour les transports, pour le chauffage? C'est non seulement une bonne nouvelle, mais on y met beaucoup d'énergie justement pour développer cette filière. Parce qu'elle répond, je l'ai dit rapidement tout à l'heure, mais à différents enjeux. Donc l'enjeu de l'alimentation humaine, de l'huile, l'enjeu de la souveraineté en sécurité alimentaire au niveau des protéines, donc l'indépendance aux protéines végétales. Aujourd'hui en France, on est à 65%. Donc il nous reste encore 35% à produire. Ouais. Tout le reste, Mais c'est ça, est-ce que vous allez pouvoir produire suffisamment si plusieurs millions de foyers basculent sur le biofuel? Est-ce qu'on a assez de colza? Aujourd'hui, il y a de la marge. On peut aussi remplacer certaines cultures. On peut donner plus de place au colza sur les territoires, même au sein de nos exploitations. L'avantage, c'est que c'est une filière qui est très organisée depuis très longtemps. C'est pour ça que le travail a pu être fait avec nos collègues. Et on peut répondre assez rapidement à une demande, parce que la filière biocarburant existe depuis longtemps en France. Sur cette partie-là. Le maillage Il n'y a du pas de territoire, problème de ressources en colza. Aujourd'hui, on est à Peut-être. 30%. Demain, ça va augmenter. On passera à 55 à 100%. On peut aussi citer que, donc vous l'avez dit, il y a 7% de colza dans le gasoil. La consommation de gasoil a plutôt tendance à baisser parce que on incite les automobilistes à changer leur véhicule diesel pour passer à hybride. Donc la consommation, du coup, moins de débouchés de colza. Donc le biofuel est un nouveau débouché. Donc véhicule, on pourra le mettre dans notre chauffage. Sachant que les volumes entre les volumes de gasoil consommés en France qui sont de l'ordre de 40 millions de tonnes et puis le volume de fuel qui est plutôt à 7 millions, 6 millions, vous voyez il y a quand même un gros écart. Donc en fait, ce qu'on ne met pas dans le gazoil, ça ira très bien dans le fuel domestique. Donc, et puis c'est le colza aujourd'hui, mais ça peut être le tournesol aussi. Ça peut être le tournesol. Alors, suite à ce qui s'est passé en Ukraine, la filière française a préféré orienter l'ensemble de la production de tournesol pour l'huile alimentaire. Donc c'était quand même une sage décision, ce que n'ont pas fait nos pays européens voisins. Eux, ils se sont pas posé autant de questions. Mais en tout cas, oui, le tournesol est l'autre culture qui permet de répondre à cet enjeu-là aussi. Vous avez besoin aussi, en tant qu'agriculteur, d'aide pour cette transition. Vous êtes en train, enfin on le sait, les agriculteurs mènent plusieurs transitions à la fois. Est-ce que pour celle-ci, vous êtes accompagné? Alors, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais souvent je resitue le contexte dans lequel on vit aujourd'hui, en fait. C'est important de situer. Donc nous, en tant qu'agriculteurs, notre premier rôle, c'est de nourrir nos concitoyens. Donc l'agriculture n'est qu'un passage pour produire de l'alimentation quotidienne. C'est important. On produit notre alimentation et c'est le premier besoin de l'humanité, c'est quand même de se nourrir. Donc ça, il ne faut pas l'oublier, ce rôle-là. Et l'enjeu, c'est de pouvoir répondre à de nouveaux enjeux supplémentaires, donc la production d'énergie renouvelable. On peut le faire, j'en suis convaincu. Et tout ça face à un changement climatique qui est annoncé, qui est en cours et qui va s'accentuer. Et donc là, sur ça, on est complètement d'accord. Donc il faut qu'on se projette en 2050 pour dire ça sera quoi, comment on vivra sur notre territoire, qu'est-ce qu'on produira pour se nourrir, est-ce qu'on le produira en France, à l'étranger, est-ce qu'on va continuer les énergies fossiles, est-ce qu'on sera tout électrique, tout ça. Donc nous, on se pose bien la question. L'agriculture française a un potentiel pour répondre qui est très important, énorme. Aujourd'hui, sauf qu'on nous bride par une réglementation européenne, parfois une surréglementation française.
Et en fait, le fait de brider l'agriculture française, c'est s'autoriser à augmenter notre indépendance sur les importations. Vous acquiescez, Gaëtan Ce qu'on Malange? ne produira plus demain en France, on continuera à l'importer. Et ça, au niveau durabilité, on est complètement out là. On pourra parler de bilan carbone. Moi, je considère il faut libérer le potentiel de l'agriculture française. On peut produire plus et mieux demain. Il faut nous donner les moyens de production, parce que faire du colza en Nouvelle-Aquitaine ou en France, il nous faut un minimum de moyens de production, c'est-à-dire des produits pour limiter l'impact des mauvaises herbes, de limiter l'impact des insectes. Tous ces produits-là qui sont en train de nous être supprimés en France, on nous supprime des molécules tous les jours, plus en France qu'en Europe, et plus en Europe que dans le monde. Et ça, c'est inadmissible. Et ça, on est parti dans le mur. Ce que disait monsieur tout à l'heure par rapport à ce qu'on a perdu sur le nucléaire, on est en train de faire la même chose sur l'agriculture française. Donc ne répétons pas les erreurs du passé, parce que tous ceux qui prônent ces modèles... On a aussi un problème de santé publique sur l'usage des produits phytosanitaires. Mais en fait, on va reporter le problème sur d'autres pays, sur d'autres territoires, sur d'autres populations qui n'ont pas la chance d'avoir les capacités de production que l'on a en France. Et ça, c'est du pur égoïsme. Voilà. Et surtout la capacité technique actuelle de nos agriculteurs. On sait très bien qu'aujourd'hui, même l'agriculture qui est dite conventionnelle est ultra raisonnée. Et on sait à quel point nos agriculteurs sont à la pointe de l'utilisation des divers produits qui peuvent exister pour mener à bien les cultures à leur terme, tout simplement, pour éviter demain de manquer de nourriture, tout simplement, de crever de faim comme on a pu manquer d'énergie, je le disais tout à l'heure. Et puis surtout, je crois qu'il va falloir être beaucoup plus pragmatique que ça, notamment sur certains enjeux. Je parle de l'eau. Moi, j'appartiens à un territoire, le Lot-et-Garonne, qui a plus de 1000 lacs collinaires, parce qu'ils ont été faits à temps dans les années 90. Qu'en 10 ans, on a eu un président, Jean-François Poncet, qui a pu mener à terme cette politique de l'eau-là, alors qu'aujourd'hui, pour faire un lac, eh bien, nous, c'était l'équivalent de ce qu'il faut. À l'époque, on en faisait 100, aujourd'hui, on en fait un. Donc, il y a cette réglementation-là aussi. Il y a beaucoup d'idéologie, beaucoup de dogmes, mais encore une fois, l'idéologie sur ça, on est dans une transition, elle est mauvaise. dans un monde qui il faut une transition, bouge, on arrose moins, on traite moins. Mais le problème, c'est que si demain, on continue cette bride-là sur nos agriculteurs, comme vous le disiez très justement, et j'acquiesce à 1000%, en tout cas moi ça c'est mon credo, c'est-à-dire de faire en sorte qu'on puisse produire ici, parce que ce qu'on va importer demain c'est 2 fois plus, on sait très bien qu'il y a 2 fois plus de pesticides dans les autres pays. Si on interdit de traiter là et qu'on importe des produits d'Espagne, moi je le vis tous les ans avec la fraise dans le Lot-et-Garonne. Alors là je peux vous dire, la fraise d'Espagne qui débarque en Lot-et-Garonne, qui est ultra traitée, et où nous on ne trouve pas soit de travailleurs, soit les engrais, etc. Enfin ça devient un peu du n'importe quoi. En même temps on peut être vertueux et donner l'exemple aux autres pays aussi. Oui, mais c'est ce que l'on fait. C'est ce qu'ils font en fait. C'est ce que l'on fait. C'est ce qu'ils font. Donc c'est pour ça une transition. Exactement. C'est difficile, qui nécessite un accompagnement. Il faut que ça soit accompagné, bien sûr, mais en fait, je pense qu'on n'a rien à leur apprendre. C'est plutôt, je pense, aux agriculteurs et producteurs français qui sont aujourd'hui un exemple dans le monde et en Europe. Et c'est ça qu'il faut porter aujourd'hui. Et ce mix énergétique-là, il faut vraiment l'accompagner. Je peux rejoindre, et pour boucler avec ce qu'on disait sur le colza, et surtout dire aussi à ceux qui ne connaissent pas, et c'est le but aussi de notre rencontre aujourd'hui, de cet échange, encore une fois, on ne fait pas du colza pour faire du biofuel. On fait du biofuel parce qu'il y a du colza, et demain, on fera plus de colza parce qu'il y aura plus de demandes en biofuel. On ne passe pas les moissonneuses pour créer que du biofuel. Voilà. Et d'ailleurs, demain, vous proposerez un biofuel encore plus bio que fuel. Oui, encore plus bio que fuel. Et il y aura 100% colza, enfin 100% végétal. On va passer d'une énergie 100% fossile de fuel domestique à une énergie 100% végétale. Et alors, pourquoi est-ce qu'on n'est pas passé tout de suite au 100% ? Puisque c'est à quelle horizon 2030 je pense que oui, à 2030, mais à mon avis, on y sera avant, avant 2030, parce qu'il y a un projet poussé aussi par la réglementation, un projet d'abaissement important du seuil, de ce fameux seuil de 300 grammes, qui va certainement nous amener à aller plus vite sur le 100%. Et d'ailleurs, là, on lance des essais avec les constructeurs de matériel de chauffage, dès à présent, sur 100% colza. Donc ça y est, les essais sont partis pour un horizon de 2 ans. Et les chaudières que l'on installe aujourd'hui au biofuel F30 seront capables de 100%, bien sûr. Ouais. Voilà, et c'est tout. C'est en fait, les essais, dire. Absolument, mais c'est important de le dire, parce que les essais qu'on fait, c'est aussi pour vérifier que les chaudières
quelqu'un qui achète aujourd'hui une chaudière biofuel à 30%, sa chaudière fonctionnera de la même façon avec Ça, un c'est 100% végétal. Voilà. sûr. Donc, et donc on y va assez rapidement. Et au début, on s'était fixé 2030, mais je pense que d'ici 2-3 ans, on y sera. Mais c'est tant mieux, c'est très bien d'aller dans cette transition. On commençait à parler de chaudière et justement dans la deuxième partie, dans la deuxième émission que nous vous proposons sur le biofuel, nous parlerons de chaudière, de distribution et nous prendrons l'avis des usagers.